suis ravie d'être là. En tout cas, je vous remercie de votre invitation et de votre présence. Donc effectivement, je soutiens ma thèse le 7 octobre. Maintenant, la date est fixée à Lyon 2. Donc en sciences de l'éducation, et j'ai commencé donc un travail de recherche sous la direction d'Alain Kerlan, qui était basé sur une classe artistique expérimentale qui a duré 4 ans dans un collège de Montpellier. Les résultats de ce rapport, en fait, pour les 4 années, ont fait l'objet également d'un livre. Si vous êtes intéressé, moi je vais développer le domaine par rapport aux enfants, les effets pour les enfants. Si vous êtes intéressé également pour l'impact sur la pédagogie des artistes, le lien aussi avec les familles, sur donc une vision très globale. Voilà, le livre il s'appelle « Un collège saisi par les arts », donc sous la direction d'Alain Kerlan, avec mes collègues également Françoise Caro et Samia Langar. Voilà. Alors, je ne suis pas venue ici pour vous dire que l'art rend meilleur en mathématiques ou en français. Moi, je parlerai davantage de réussite éducative à la réussite scolaire. On est dans des situations où les enfants vont être dans des situations de réussite, qui va travailler un peu la confiance en soi, la cohésion de groupe, et surtout la notion d'ambition, pour que les enfants trouvent le goût de bien faire les choses, la confiance en soi, en le groupe, en les adultes, les éducateurs, les enseignants, les artistes bien évidemment, et retrouvent cette motivation, travaillent leur sociabilité, toutes ces choses-là en fait qui appartiennent vraiment à l'être. Donc on ne pourra pas trouver de résultats scolaires, on ne peut pas en plus donner d'impact direct, c'est difficile à évaluer. En revanche, on peut parler d'une éducation à la réussite éducative, pour une formation de la personne en fait, du sujet, de l'élève comme sujet, comme enfant avant tout. Voilà, donc c'était un projet sur plusieurs années. Et c'est pareil au niveau de la prévention du décrochage scolaire, ce sont à chaque fois des cas particuliers, donc c'est pareil, on ne peut pas généraliser, c'est difficile de connaître les impacts. En revanche, dans cette classe, il y avait plusieurs enfants qui relevaient d'autres structures, des structures spécialisées, des problèmes des enfants en difficulté donc scolaire, en difficulté de comportement, problèmes même psychologiques, et certains de ces enfants sont restés sur les 4 années dans cette classe, au sein de cette classe. Et notamment une, où là, qui a été choisie en fait par l'éditeur, c'est assez, du coup je trouve que c'est assez parlant, c'est moi qui ai suivi aussi au niveau des photos la classe, et l'éditeur, quand il nous a demandé donc des photos de la classe, on lui a donné beaucoup de photos pour qu'il ait le choix et qu'il choisisse par lui-même. Et en fait, il a choisi cette photo pour la couverture où vous voyez la jeune fille au centre, qui est très impliquée dans la scène et qui l'était régulièrement dans les ateliers et en représentation également. Et cet enfant relevait d'une autre structure. Et les parents se sont battus. La volonté de la maman, c'était que cet enfant reste dans l'école, dans ce collège en réseau d'éducation prioritaire, mais que cet enfant reste dans la classe, dans une classe ordinaire. Donc on peut parler aussi que ça privilégie l'inclusion scolaire. Donc voilà, ça ce sont des tendances, mais tout ce qui, vous allez le voir, en fait, quand on parle d'art, d'éducation artistique, d'expérience esthétique, c'est très subjectif, comme vous le savez. Donc on ne peut pas généraliser quelque chose qui relève de l'intime et du personnel. Ce sont des tendances, des choses qui ont été observées. Donc à continuer de chercher. Depuis quelques années déjà, le recours aux pratiques artistiques et culturelles dans le champ de l'éducation prend de l'importance. Cependant, il existe peu de travaux qui permettent une véritable évaluation des effets de l'éducation artistique. La notion d'implication de l'élève est le cœur de notre travail de recherche. Ce dernier porte sur l'éducation artistique en milieu scolaire, et en l'occurrence au collège. Dans ce cadre, notre travail de recherche il est propice en fait à l'expérience collective, et plus encore quand il s'agit d'un partage avec l'artiste.
L'objet de cette communication, sous l'angle donc des sciences de l'éducation, est de vous présenter les analyses concernant les modalités et les procédures de création partagée mises en œuvre par les artistes en atelier, en milieu scolaire, donc en l'occurrence au collège, mais c'est tout à fait transposable à d'autres niveaux, que ce soit au primaire, au lycée, etc. On est dans une expérience assez large de l'éducation artistique, bien que le terrain soit spécifique. Et donc, en interrogeant même la notion même de subjectivation, donc sollicitant l'élève dans sa singularité par l'art, les ateliers créant une communauté où chaque individu est intégré dans la création partagée. Donc, nous verrons également les limites et les conditions optimales pour le bon déroulement de ce genre de projet. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps des modèles théoriques, et puis je vous proposerai donc les résultats de notre recherche. Donc c'était une classe qui a duré, comme je vous l'ai dit, durant 4 années, avec principalement des formes d'art vivant, un nombre d'heures conséquent par semaine, avec des ateliers donc au sein du collège et des ateliers, des mini-résidences en immersion, 3 jours, 2 jours et demi, 3 jours, dans des centres chorégraphiques, des théâtres, donc dans des lieux culturels. C'est ce que je développe aussi dans ma thèse, la notion de l'importance du lieu et de l'espace. C'est possible au sein de l'école, mais c'est aussi intéressant d'en sortir, de faire un lien entre les deux, puisqu'une expérience esthétique est peut-être un peu plus aisée à trouver, à ressentir, quand on n'est pas forcément dans un lieu quotidien, dans quelque chose de quotidien. Essayez-vous dans votre bureau d'avoir une expérience esthétique, ça sera quand même ça peut arriver, mais c'est plus difficile. Donc nous, le but, c'est aussi que les conditions soient réunies pour encourager ces enfants et les accompagner dans cette expérience esthétique, qui est profondément éducative et subjectivante. Donc, plusieurs modèles, en fait, par rapport à cet observatoire. L'observatoire, c'est donc le collège Les Escoliers de la Mosson à Montpellier, donc en réseau d'éducation prioritaire. Il accueille des enfants issus de milieux populaires, avec donc des résidences d'artistes, plusieurs artistes, ça a changé donc au cours des années, des artistes professionnels. Et on a vu que les professeurs de musique, d'art plastique, les professeurs d'art étaient pour certains partie prenante, mais ce n'étaient pas forcément les plus présents. Mais en tout cas, on avait toute une équipe d'enseignants qui portaient le projet, qui étaient très intéressés et disposés à être présent en atelier et à faire des liens, à tuiler les choses pour que ça ait du sens au niveau des apprentissages des enfants. Donc, je vais vous proposer l'idée qu'on a recensé les effets de l'art sur les enfants dans une large revue de littérature. Et en fait, nous nous sommes basés sur 3 principaux effets. Si on les recense, si on les rassemble, on trouve des effets donc, au niveau du développement cognitif, au niveau de la socialisation et au niveau du développement de la personne. Donc l'atelier est tout à la fois alors un cadre de socialisation et un cadre d'individuation pour l'élève. Ces 3 types de compétences sont donc travaillés. Donc, notre propos a pour but d'analyser la dynamique de création et le processus de subjectivation au sein du système éducatif lorsque les élèves sont responsables et arrivent à penser par eux-mêmes, sollicitant l'être dans sa dimension cognitive, émotionnelle et corporelle. Donc, nous faisons l'hypothèse que ces échanges et cette implication en éducation artistique changent le rapport de l'élève, son rapport à l'école, qu'il redonne du sens aux apprentissages et qui lui apporte un peu plus de confiance, de motivation et d'ambition pour éventuellement donc prévenir le décrochage scolaire de certains élèves. Donc voilà, pour nous aider à mieux comprendre cette pédagogie dans le cadre de l'éducation artistique, nous nous sommes appuyés sur des méthodes qualitatives et herméneutiques, essentiellement des observations filmées des ateliers, mais également des photographies et des entretiens compréhensifs
avec les artistes, avec les élèves et avec les enseignants du projet. On s'est basé également sur certaines œuvres, des écrits ou des traces, des productions réalisées en atelier, bien sûr. Donc pour comprendre ce qui se joue en atelier, ce que l'art peut apporter aux élèves pour les solliciter dans leur être global, nous nous sommes donc intéressés à ce que la littérature scientifique a déjà identifié des effets intrinsèques de l'art, et ceux qui sont attribués à la pédagogie déployée en atelier. Les effets de l'art sont déjà assez bien repérés par les travaux existants, et après recensement, nous les avons donc mis en exergue et organisés selon 3 principaux domaines que nous avons cités précédemment, qui sont le développement cognitif, donc tout ce qui relève des fonctions réceptives, la pensée, le raisonnement, les fonctions expressives, la socialisation, donc le rapport de l'individu à la forme scolaire, l'identité de groupe, l'appartenance, les règles, les normes qui sont spécifiques en atelier à l'intérieur de l'école, et le développement que l'on pourrait dire donc de la personne, le développement psychologique, affectif, corporel, vraiment le développement global de la personne. Donc, nous allons vous présenter quelques modèles explicatifs qui ont servi pour notre recherche. Le premier modèle appartient donc au niveau de l'intelligence. C'est le modèle de Howard Gardner. Et depuis plus d'un demi-siècle maintenant, les travaux du Project Zero à Harvard, initialement entrepris par le philosophe Nelson Goodman, puis repris par Howard Gardner et son équipe, proposent une véritable méthode d'évaluation de l'éducation artistique qu'ils ont intitulée Art's Purple, qui signifie donc perception, production et réflexion. Donc les 3 principaux angles de recherche sont basés sur la sensibilité, la création et la pensée. Ces capacités cognitives différentes sont donc nécessaires et complémentaires pour l'éducation artistique. Et les chercheurs employant cette méthode ont tenté de mettre en évidence ce qu'ils appellent les performances de la compréhension. Et ils ont identifié les principales catégories de schèmes de pensée enseignés en atelier. Ces catégories de schèmes sont donc l'imagination, l'observation, la réflexion, l'extension et la recherche, l'investissement, l'expression, la persévérance, la maîtrise d'une technique et la compréhension du monde artistique. Ces 8 schèmes de pensée ont été identifiés en atelier d'art plastique par ces chercheurs, mais nous pensons qu'ils sont importants dans de grands nombres de disciplines artistiques. La clé de voûte de ces schèmes de pensée étant peut-être le développement de la capacité d'observation. Par ailleurs, Alain Kerlan avançait lors du colloque de Beaubourg que l'art à l'école peut être un puissant vecteur d'éducation à l'attention. Le sujet, donc l'enfant, quand il est créatif, ressent et observe à travers son corps et son esprit, en relation avec sa subjectivité intérieure et l'environnement extérieur. Ça peut être une attention portée tout simplement au silence, à l'espace ou à une technique précise, ou une observation, une exploration en lien avec une technique artistique, ou bien une observation, une attention aussi à ses propres limites, ou à son rythme, son propre rythme, ou le rythme de l'autre. Selon ces chercheurs, l'art ne se justifie que par ses qualités intrinsèques. Et si l'art provoque de positives conséquences collatérales pour le sujet, son développement ou ses apprentissages, c'est une bonne chose, mais l'art ne doit pas être proposé à des fins extérieures. L'art ne doit pas être instrumentalisé. Il s'agit vraiment de proposer l'art à l'école, mais l'art pour l'art. Il doit œuvrer à faire travailler l'esprit et à apprendre à réfléchir, à se connaître soi-même et à échanger. Ensuite, en ce qui concerne le domaine de la socialisation, un deuxième modèle est éclairant, puisque quand on parle d'échange, on pense à une qualité d'interaction. Une qualité d'interaction qui nourrit la socialisation des jeunes et qui encourage leur sociabilité à eux et de tous les membres de l'atelier. En matière d'éducation artistique, les travaux de Pippa Lord proposent la métaphore d'un triangle que nous pouvons supposer équilatéral avec des relations donc égalitaires et démocratiques. Ils mettent en jeu l'importance des principaux acteurs d'un atelier d'éducation artistique, l'importance de chacun des membres, que ce soit les élèves, les artistes et les enseignants.
tous prennent part à l'ouvrage commun en ayant conscience d'apprendre beaucoup les uns des autres. Ici, la collaboration est à 3 et le schéma proposé par Pippa Lord s'appelle donc le triangle d'apprentissage mutuel. Selon ces chercheurs, c'est vraiment ce qu'il y a de primordial. C'est vraiment l'importance des échanges mutualisés entre les acteurs qui travaillent donc sous forme en équipe, en collaboration. On peut constater donc, et nous l'avons constaté au niveau de notre projet, qu'il y a comme une ouverture des murs de la classe, une sortie sans sortir, une ouverture vers l'extérieur qui propose un lieu empreint de normes spécifiques où chacun a un espace de liberté, de pensée, d'action et d'expérimentation, en accord avec les valeurs du groupe et des objectifs communs de création partagée. Donc on est assez proche aussi de la pédagogie de projet en fait. Mais voilà, il y a quand même des nuances. Et selon un autre modèle, toujours dans le domaine de la socialisation, les travaux de Richard Dizzy amènent en fait le concept de troisième espace. L'atelier n'est ni une ambiance de classe traditionnelle, mais n'est pas tout à fait un atelier non plus avec des artistes professionnels. C'est quelque chose d'hybride, un lieu où, selon lui, la frontière enfant-adulte s'estompe, où les élèves et les enseignants sont créatifs et trouvent une juste place dans une dynamique positive faisant le lien entre leur vie personnelle et scolaire. C'est un espace démocratique où les artistes, tous les adultes en fait, les artistes, les enseignants et les élèves échangent d'égal à égal parce que tous apprennent et forment une communauté à part entière, ouverte sur le monde extérieur, bénéficiant d'un vécu riche et significatif, bienveillant et porteur de projets pour l'avenir. Donc chaque sujet est inclus à l'atelier et libre d'y être acteur ou spectateur, sans contrainte dépassant le principe de la simple présence active. Donc il ne s'agit pas de forcer les enfants à danser ou à réaliser ils peuvent faire partie du processus de création en étant par moments aussi en retrait, mais dans une présence active. Enfin, au niveau du troisième et dernier domaine qui est éclairant, celui qui relève du développement de la personne, domaine assez intime, les travaux de Pierre Gosselin présentent la notion de dynamique de création et son modèle a été modélisé dans une perspective philosophique et littéraire à partir des œuvres de Valéry. En fait, les expériences artistiques, selon lui, aident au positionnement de l'individu dans le groupe, à sa reconnaissance et au développement d'une autonomie. L'idée clé, c'est vraiment l'idée d'autorité, d'être auteur de ses pensées, de ses actes. Donc, on peut parler d'autorité à la fois extérieure, mais d'une autorité aussi intérieure, de savoir écouter ce que la personne, que le sujet, l'élève, sache se gérer seul, apprendre à créer et à s'auto-gouverner. Donc, c'est grâce à cette autorité et dans la dynamique de création que les sujets vont tenter de s'individualiser, ensemble et séparément, en toute autonomie, en s'épaulant les uns les autres, puisque la coopération y est très présente, dans une interdépendance réflexive et constructive. Ainsi, Pierre Gosselin avance que cette perspective de travail de création en classe d'art développerait une synergie des dimensions sensibles et rationnelles de l'être. Donc, nous pouvons constater que les modèles existants dessinent déjà un panorama assez net des effets de l'éducation artistique, des enjeux, des liens qui se tissent en atelier. Il se crée alors une identité à la fois collective et personnelle, le travail de facultés cognitives, sociales et personnelles chez les élèves, mais pas seulement, comme on l'a vu, chez tous les membres, y compris les artistes, les enseignants, dans leurs pratiques, dans leurs relations en fait, et dans leurs interactions. Cependant, ces effets, tant au niveau collectif qu'individuel, ne sont bénéfiques que dans la mesure où les ateliers engagent un processus de subjectivation, où les enfants et les adultes sont bien des sujets et où rien ni personne n'est alors instrumentalisé à d'autres fins qui desserviraient les intéressés. Donc par rapport à notre terrain de recherche, il est important donc, de rappeler, si l'on reprend les propos d'Howard Gardner par rapport à ses recherches,
En premier lieu, que l'art ne doit pas servir des attentes de résultats extrinsèques, comme le fait de rendre les enfants plus à l'aise à l'oral, meilleurs en mathématiques, en géométrie, dans leur rapport à l'espace. Voilà, ça c'est vraiment très important. En revanche, les enfants de la classe artistique avaient, au fil des 4 années, souvent un meilleur rapport à l'institution scolaire. Les conflits n'ont bien sûr pas disparu, mais la CPE affirmait que les conflits se désamorçaient plus rapidement, qu'il y avait plus au niveau de la communication, il y avait une qualité de communication dès que les adultes intervenaient, ou des fois les enfants entre eux désamorçaient les conflits ou les critiques. Et donc les artistes le disent souvent, leur priorité c'est de faire baisser la tension. Peu importe qui a fait quoi, l'idée c'est de faire baisser la tension et que les enfants apprennent à se réguler tout seuls. Donc ça, ce sont les premières choses que l'on a observées. Le deuxième point concerne la place de l'enseignant. Donc si on reprend le triangle d'apprentissage mutuel de Pippa Lord, l'idée c'est vraiment des relations égalitaires où chacun a la parole, chacun a sa place. Mais du coup, que l'enseignant, et c'était assez délicat par rapport à la recherche, c'est que ça a été vraiment à construire, la place de l'enseignant, puisque l'artiste vient proposer des ateliers, que l'enseignant puisse trouver sa place en n'étant ni un simple spectateur à observer l'atelier ou à faire autre chose, ni pire, à servir de rôle d'autorité. C'est pas le but. Ça dessert complètement les artistes et toute la dynamique de création. Le but, c'est que les enseignants, s'ils le souhaitent, participent à cette création partagée. Et c'est dans ces cas-là que l'on voyait des effets vraiment bénéfiques au niveau des enfants, de leur confiance, du regard qu'ils pouvaient porter sur leurs enseignants, un autre regard. Mais également, la satisfaction aussi de l'enseignant de se sentir intégré, utile, sans être là avec un rôle forcément trop délimité. C'est cette expérience esthétique qui est partagée et c'est vraiment c'est en ça que ça fonctionnait, c'était quand l'enseignant arrivait à trouver sa place. Mais c'est pas toujours facile aussi de rentrer dans une création avec des élèves que l'on côtoie aussi dans des cours classiques, de s'exposer, tout ce qui est lien avec l'affectif, les émotions, c'est un choix aussi personnel et à gérer. Ensuite, concernant les artistes et l'expérience elle-même, le risque c'est qu'il y ait des attentes précises de l'atelier, des objectifs, des productions, avec une progression et presque une évaluation des ateliers, de mettre la pression aux artistes d'attendre des résultats, des choses observables tout de suite, puisque ce que l'on a constaté et ce qui est nécessaire, c'est que dans une progression au cours d'une année, mais même au cours des 4 années, il y a de nécessaires régressions, comme dans tout apprentissage. Et donc, c'est fait de haut et de bas, et tout ce qui est observable n'est pas forcément... et c'est de ne pas... L'idée, c'est vraiment que les artistes puissent mener les ateliers et de faire comme... avec tous les acteurs, en fait, que ça se crée au fur et à mesure dans une perspective avec des objectifs et des événements qui sont effectivement identifiés. Et enfin, au niveau donc, des enfants, bien sûr, le plus important, c'est qu'ils ne soient pas assujettis aux ateliers, comme je vous le disais, qu'ils soient libres de trouver leur place, comme d'ailleurs les enseignants, de trouver leur place aux ateliers pour oser certaines choses et pour développer ce que Pierre Gosselin nomme d'autorité intérieure, mais qu'ils soient en fait consultés, qui est vraiment cette démarche un peu démocratique. On a vu à la fin de la première année que les enfants étaient très en colère une fois qu'ils avaient enfin pris goût à la danse contemporaine, qu'ils disaient mais enfin on a enfin compris que c'était pas qu'une danse de vieux et qu'ils commençaient à prendre certainement confiance aussi en leur capacité ne serait-ce que corporelle. Et ben ils ont trouvé assez regrettable qu'on ne leur demande pas leur avis pour la forme d'art et les artistes qui allaient être accueillis l'année suivante. Donc ça a été entendu de manière à ce que les enfants ne soient pas non plus captifs de ce projet et de construire en fait ensemble, de les entendre et de construire vraiment avec tous les acteurs. Voilà. Au niveau
Au niveau des résultats, donc comme je vous le disais, des résultats scolaires, pour terminer, on ne peut pas dire que ça les a rendus vraiment plus scolaires. Ça a changé, par contre, leur rapport à l'institution, leur regard par rapport aussi aux enseignants ou au CPE, etc. Mais la bonne surprise quand même, c'est qu'au moment du brevet des collèges, pardon, on a pu constater que les enfants qui avaient été dans la classe artistique expérimentale depuis la 6e avaient eu quand même un taux de réussite au brevet voisinant les meilleures performances du collège, qui était de 63,5%, et que l'unique mention très bien du collège était un enfant de la classe artistique, plus 3 mentions bien, qui correspondent au même chiffre en fait que les mentions d'une classe. On avait constaté toutes les autres classes, et notamment en comparaison avec une autre classe qui était dite la bonne classe du collège, il y avait donc dans chacune d'elles 3 mentions bien. Donc on peut voir quand même cet investissement et des enfants qui avaient en tout cas pris goût à une certaine ambition, une certaine motivation au sein des ateliers, et ça pouvait se répercuter sur leur regard leur implication au sein du collège. Donc vraiment ce qui est central est de bien considérer par rapport à l'art, c'est que l'art, en fait, peut aider au développement de la paix au sein de l'école, puisque c'est quand même de ça dont il est question, nous pensons, de nos jours, en priorité. La paix à l'école entre les élèves et dans le rapport enfant-adulte, et surtout l'autonomie des sujets. Les ateliers d'art apportent à leurs membres un espace de sécurité entre l'individu et le collectif, et entre la tradition et l'innovation. Et le seul projet d'éducation artistique, c'est vraiment l'édification de l'être. Avant sa réussite, c'est vraiment cette construction et cette formation du sujet. Voilà. Je vous remercie de votre attention.